Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire qui est co-organisé par l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et l'ENE et dont l'objet traitera d'une aide qui vient accompagner une aide à l'accompagnement à l'industrie du futur, aide financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, que nous allons vous détailler. Il va y avoir deux temps dans ce webinaire. Un premier temps qui va être consacré à un volet organisationnel de cette aide industrie du futur, qui va être présenté par Aurélie France, à qui je vais laisser la parole et qui se présentera. Et puis un deuxième temps consacré au volet numérique du programme Industrie du futur que je présenterai au nom de l'ENE qui pilote ce dispositif. On va vous donner quelques recommandations. Évidemment, vos micros sont coupés. Vous ne pourrez pas intervenir et donc c'est un mode plutôt descendant, mais pas totalement puisque vous avez la possibilité de poser des questions si je ne me trompe pas. Et nous, en tant qu'organisateurs, nous voyons vos questions et nous y répondrons en direct. Évidemment, il y aura donc une part de ce webinaire qui sera consacrée aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions stupides. Nous y répondrons tant sur le volet organisationnel du dispositif, administratif, la relation que l'on peut avoir avec les pilotes, que ce soit l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ou l'ENE, la relation qu'une entreprise peut avoir avec la région dans le cadre de cette aide. Aurélie, je te laisse la main. Ça marche, merci Alban. Donc voilà, effectivement, moi je suis Aurélie France, je travaille chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, donc c'est l'agence de développement économique de la région. Et donc voilà, au même titre que l'ENE, on pilote certains lots de ce dispositif. Et l'objectif de ce webinaire, c'est effectivement principalement que vous puissiez identifier dans vos projets ceux qui pourraient être éligibles au dispositif et que vous puissiez du coup tout de suite que ça vous fasse tilt et que vous puissiez aller contacter les personnes adaptées qu'on vous donnera pour savoir comment vous pouvez avoir accès au dispositif. Voilà. Donc, ce dispositif, c'est un dispositif de financement au conseil. Donc, ça sert à partir de vos projets et de vos besoins. Donc, encore une fois, c'est part vraiment de vous, de vos projets, et le dispositif vous permet de bénéficier de consultants qui sont spécialisés, qui ont été référencés par nous-mêmes, donc par les équipes de l'ENE et par les équipes d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui sont donc spécialisés sur les différents sujets, et la région vous finance 50% de la prestation du consultant. Donc, on est vraiment sur une aide au conseil, on n'est pas du tout sur une aide à l'investissement, on est bien sur une aide au conseil. Et l'objectif, comme indiqué dans le titre du webinaire, c'est de vous aider à sécuriser, à accélérer vos projets et à les amener au bout en vous apportant un regard extérieur et des compétences spécifiques. La prise en charge de la région, donc, comme j'ai dit, est de 50%, donc plafonnée à 16 000 €, donc avec un accompagnement global du consultant qui peut être jusqu'à 32 000 €. Les cibles, c'est les entreprises donc, de la région, donc, qui ont un établissement, au minimum un établissement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont des entreprises industrielles ou de services à l'industrie. Ça, c'est vraiment obligatoire. Toutes les entreprises qui seraient en dehors de ce scope ne pourraient pas prétendre à ce dispositif. Il y a d'autres dispositifs qui existent avec d'autres structures d'accompagnement. Là, on est vraiment ciblé sur industrie et services à l'industrie. Ça concerne à peu près toutes les tailles d'entreprises, aussi bien les startups, les PME, les ETI, certains grands groupes. Là, c'est plutôt à étudier au cas par cas. L'objectif du dispositif, c'est quand même d'avoir un effet levier important pour les entreprises. Donc, sur les grands groupes, ça reste sujet à discussion. Et enfin, vous pouvez bénéficier aussi de plusieurs accompagnements. Donc, comme on a dit, il y a plusieurs thématiques et vous pouvez faire plusieurs thématiques de façon successive si ça correspond à un besoin et un accompagnement global de votre projet. Juste un petit focus très très rapide sur la procédure, juste pour vous montrer que la procédure est extrêmement simple. C'est un dispositif qui a été pensé par nous et par la région pour que ce soit le plus facile pour vous à mettre en œuvre. Donc, l'idée, c'est pas de faire un dossier de 40 pages. C'est vraiment, vous avez un besoin, vous détectez que vous avez un projet, vous remplissez vous en parlez plutôt avec un chargé d'affaires. Donc, soit un chargé d'affaires de l'agence,
soit un chargé d'affaires de l'ENE. Ce dernier va pouvoir vous présenter un certain nombre de consultants qui pourraient répondre à votre problématique. Une fois que vous tombez d'accord avec le consultant sur l'accompagnement et sur le budget, on remplit un dossier de candidature qui est très simple, qu'on peut ensuite envoyer à la région. Donc, pour vous donner une idée très rapide du dossier, il y a 3 pages, vos informations administratives, un petit cadre présentation d'entreprise, un petit cadre présentation du projet, et c'est tout. 2-3 documents administratifs tels qu'un RIB, voilà, 2-3 petites choses très très simples, et c'est tout. Donc vraiment, l'objectif, c'est que ce soit agile, que ça aille vite et que ça vous serve vraiment facilement, que vous ne passiez pas 2 heures à remplir un gros dossier administratif. On va passer donc plus en détail à la présentation des lots. Donc comme Alban vous l'a expliqué, il y a un certain nombre de thématiques qui sont pilotées par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et un certain nombre de thématiques qui sont pilotées par l'ENE. Je vais vous présenter donc très rapidement les 6 lots qui sont présentés, qui sont pilotés par l'agence. Vous pourrez y revenir plus en détail après dans les questions. On a la chance d'avoir avec nous chaque lot un responsable au sein de l'agence et donc ils sont tous présents ou presque tous présents. Et donc si vous avez des questions vraiment plus précises, ils pourront y répondre après dans le chat. Donc la première thématique concerne l'industrialisation et la relocalisation. Donc ce qu'on entend par là, c'est la mise en production de nouveaux produits dans la région. C'est-à-dire vous avez une entreprise qui est déjà installée, vous fabriquez un certain nombre de produits et vous voulez développer un nouveau produit qui n'a jamais été produit par vous dans la région, soit qu'il est produit dans d'autres régions, soit qu'il n'est pas du tout fabriqué. Et vous vous demandez comment faire. Et donc là, c'est là où on peut vous accompagner sur une première étape qui est d'avoir des différents scénarios d'industrialisation. Est-ce que je fabrique tout moi-même? Est-ce que j'en sous-traite une partie? Quelle quantité? Est-ce que je sous-traite tout? À qui je sous-traite? Combien ça va me revenir? Quels sont les investissements à prévoir? Dans combien de temps ça sera rentable? Donc, toute cette partie d'études technico-économiques peut être réalisée dans le cadre de ce lot. Une partie conception de prototype. Avant de décider de produire un produit, c'est bien de réfléchir à la conception, comment on va le faire, comment on le fabrique. Donc, toutes ces parties d'études et de préparation à l'industrialisation, rédaction du cahier des charges et du process sont aussi possibles. Et le dernier point, c'est aussi une fois qu'on a donc défini sur ce qu'on veut faire, comment le faire, et ben, il faut trouver les partenaires ou les fournisseurs locaux ou régionaux avec lesquels travailler. Et donc l'aide au sourcing et l'identification de fournisseurs sont aussi des prestations que peuvent proposer les consultants qui sont spécialisés. C'est pas limitatif, comme tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est pour vous donner une vision de la philosophie de cette thématique et pour que vous puissiez identifier vos sujets. Le deuxième lot est plus axé sur les procédés, les process, donc accompagnement dans la fabrication additive, donc c'est l'impression 3D, et les procédés avancés de production. Donc pareil, là, 3 thématiques, soit comprendre ou optimiser les possibilités technologiques sur les procédés. Il y a beaucoup d'évolutions dans les process, en général, dans les procédés, dans l'impression 3D et dans d'autres techniques de process. Donc c'est pouvoir vous montrer que vous puissiez avoir une vision de tout ce qui existe et de comment est-ce qu'elle pourrait être adaptée ou non à vos process. Donc là, on est plutôt sur une phase un peu exploratoire pour voir qu'est-ce qui pourrait être intégré dans votre process. Une phase un peu plus précise sur un nouveau procédé. Donc, vous avez identifié dans votre process une technologie et vous voulez voir comment est-ce que vous pouvez la faire évoluer et faire des tests, vérifier que c'est technico-économiquement faisable. Et enfin, évidemment, gagner en productivité. Donc, vous voulez avoir une vision extérieure sur votre process et voir comment est-ce que sur les différentes étapes du process, vous pourriez optimiser, gagner en productivité, quelles sont les étapes qu'on pourrait faire différemment. Donc, vraiment avoir la vision globale sur votre process et sur comment est-ce que les nouvelles technologies peuvent les faire évoluer. Donc, ça peut être aussi bien très, très large, vision globale de tout ce qui existe,
comme très précis, j'ai une problématique précise et je cherche une réponse. Une partie sur l'organisation industrielle. On va voir ce que ça comprend, c'est assez vaste. Il y a 3 aspects. Il y a l'aspect vraiment efficacité opérationnelle, donc ce qu'on entend généralement par le lean management. Donc c'est vraiment travailler sur la qualité, sur la satisfaction client, sur les process de prise de décision, sur la gestion des indicateurs, voilà, tout le déploiement du lean management dans votre entreprise, aussi bien au niveau des ateliers de production, de la supply chain, mais aussi bien sur tout le process, depuis par exemple l'édition d'un devis jusqu'à la livraison chez le client et le service après-vente. Donc c'est vraiment travailler sur tout le process opérationnel de votre entreprise pour éliminer tout ce qui sert à rien, éviter les non-qualités, la surqualité, le surstock, le manque de stock, etc. Le deuxième aspect de l'organisation, c'est la gestion des flux. Donc ça peut être travailler sur les flux et les flux approvisionnement, les flux de livraison, les flux de logistique, tout ce qui est supply chain, avec ou sans simulation numérique. Donc, il y a des prestataires dans ce lot qui ont des logiciels spécifiques qui peuvent simuler les différents scénarios de flux pour que vous puissiez choisir celui qui vous semble le plus pertinent pour votre entreprise. Et enfin, on peut avoir aussi une vision globale de l'organisation, un état des lieux complet, généralement avant un changement majeur. C'est-à-dire, vous rachetez une autre entreprise et vous voulez fusionner l'entreprise existante avec celle que vous avez rachetée. Vous installez un nouveau bâtiment et vous voulez travailler sur votre organisation. Vous relocalisez les produits et du coup, ça complexifie ou ça modifie votre organisation. Voilà, tout changement qui peut remettre en cause l'organisation existante, et on peut imaginer un accompagnement global sur toute l'organisation de l'entreprise pour vous aider à passer ce cap de ce changement en limitant les risques et en optimisant les effets positifs de ce changement. L'automatisation des process et la robotique. Ça aussi, c'est un sujet important pour les entreprises aujourd'hui. L'objectif, c'est donc automatiser les tâches répétitives, améliorer la productivité, la flexibilité et les conditions de travail. 2 aspects. Soit vous savez déjà un peu ce que vous voulez faire, donc améliorer votre productivité. Vous avez identifié à peu près des axes sur lesquels vous pouvez travailler. Donc, on peut organiser des ateliers plus flexibles, par exemple, orienter les opérateurs sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, donc automatiser un certain nombre de tâches pour orienter les opérateurs. Repenser l'ergonomie des postes de travail, donc éviter les tâches qui soient compliquées ou les faciliter en mettant en place des robots ou de l'automatisation de process. Et on peut aussi avoir une vision un peu globale en amont, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore identifié exactement ce que vous voulez faire comme automatisation, vous voulez avoir une vision un petit peu globale. Et donc, il peut y avoir l'analyse du besoin et de l'environnement. Il y a des gens, donc les consultants viennent chez vous et regardent tout et vous proposent des solutions. L'objectif là de ce lot, c'est vraiment de vous aider à définir le cahier des charges de l'automate ou du robot que vous pourriez mettre pour qu'après, des intégrateurs puissent vous faire des devis pour installer ces robots. On peut aussi faire l'étude de faisabilité, donc avoir une preuve de concept, donc mettre à disposition, par exemple, un robot, un automate pendant quelques semaines, quelques jours, pour que vous puissiez vérifier, essayer et vérifier que ça correspond bien à votre besoin. Donc, comme tous les autres lots, c'est relativement large. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est si vous posez une question d'automatiser ou de robotiser quelque chose, vous pouvez penser que ça peut rentrer dans le cadre de ce programme. Un autre lot, création, extension et optimisation de sites industriels. Donc là, l'objectif, c'est de vous aider à sécuriser votre investissement et à optimiser votre projet. Vous construisez un nouveau bâtiment, vous installez un nouvel établissement, vous faites une extension, vous vous posez la question de comment faire. Et donc, là aussi, dans ce lot, des consultants peuvent vous accompagner sur tout ou partie de votre projet. Sur la conception, les consultants peuvent vous accompagner depuis le début à concevoir le site, définir quels sont vos besoins,
et cadrer votre projet. Quelle est la surface qu'il vous faut, les capacités de production, quel type de bâtiment il vous faut, quel type d'organisation il faut mettre dedans, donc de façon très amont. Travailler sur l'enveloppe budgétaire, donc bien analyser tous vos besoins, l'organisation, voilà, vous challenger sur tout ce que vous voulez pour ce site et vous aider à trouver les différents scénarios, vous proposer en tout cas différents scénarios pour votre projet d'investissement. Gérer la bonne tenue des plannings, donc assurer le suivi du projet dans le respect des coûts et des délais. Et aussi gérer le côté un petit peu plus social dans l'entreprise, donc anticiper la réorganisation. Un nouveau site, une extension, un déménagement, c'est forcément des complexités, des complications au niveau de l'entreprise. Et donc ça aussi, ça s'anticipe, ça se travaille, ça se discute avec toutes les équipes. Et donc là aussi, les consultants peuvent vous accompagner là-dessus. Et le dernier lot pour ce qui concerne cette partie, la performance environnementale et énergétique. L'objectif là, c'est de vous aider à maîtriser les enjeux environnementaux et énergétiques de vos actions et de vos projets. Donc là, c'est très vaste. Donc vraiment, il faut que vous n'hésitez pas à penser large. Il y a plein d'aspects sur l'environnement et la gestion de l'énergie. Donc ça peut être optimisation de l'outil de production pour diminuer l'impact énergétique, maîtriser les consommations en eau, en énergie, en matières premières, recyclage des flux, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, l'intégration de ressources biosourcées. Donc vraiment de façon large, tout ce qui peut optimiser l'impact environnemental. Ça peut être des choses plus précises, efficacité énergétique, comment est-ce que je peux mettre des énergies renouvelables dans mon bâtiment, dans mon process, comment je valorise la chaleur fatale. Peut-être il y a des nouvelles technologies auxquelles vous n'avez pas pensé et le consultant du coup va venir et il va identifier comment vous travaillez, de quoi vous avez besoin, quand est-ce que vous avez besoin de telle ou telle énergie ou de tel ou tel composant et vous proposer les solutions qui soient les plus performantes et qui aient la meilleure efficacité et ratio efficacité, prix et décarbonation pour votre entreprise. On peut aussi travailler sur l'approvisionnement et mettre en œuvre les supply chains durables. Vous aider à identifier dans votre chaîne de valeur quels sont les maillons qui ont l'impact le plus fort sur l'environnement et vous aider à les améliorer, par exemple. Trouver les bons fournisseurs qui vous aideront à diminuer cet impact. Un sujet aussi important, c'est le réemploi. Ce n'est pas toujours évident parce que ça fait appel à des maillons de chaîne de valeur qu'on ne connaît pas forcément. Donc, pareil, là, accompagnement sur l'identification définir comment on peut faire le réemploi, quel produit, avec qui, comment on les récupère, comment on réutilise. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas forcément le plus évident aussi à comprendre, c'est intégrer des nouveaux modèles d'affaires. Et notamment, par exemple, réfléchir à l'économie de la fonctionnalité. Comment est-ce qu'on repense son modèle d'affaires, son entreprise, pour voir d'un autre côté de la lorgnette et s'adapter à ce qui sera attendu dans les prochaines années. Voilà, j'ai été pas mal bavarde sur ces différents lots. Je ne sais plus si on a dit, mais il y aura bien un replay de ce webinaire et vous aurez aussi les slides. C'est pour ça qu'on a des slides qui sont un petit peu denses en contenu, mais comme ça, vous les aurez et vous pourrez les regarder tranquillement et vous aider à identifier les projets chez vous. Bon, je te laisse la main pour la suite. Voilà, je remets le son. Oui, merci. Donc effectivement, on va basculer sur. Alors vous avez remarqué, hein, on change de couleur, on change de lot et on change de thématique. Donc la deuxième jambe de ce programme Industrie du futur concerne ce qu'on appelle les lots numériques. Le volet numérique du programme qui vient compléter le lot organisationnel. Alors on y reviendra. Mais certains lots sont complémentaires, totalement complémentaires avec les lots organisationnels. Puisqu'ils peuvent prolonger un accompagnement, par exemple, sur la création ou l'extension d'un site, et peut être prolongé par un lot numérique pour le mettre en application avec une application numérique. Voilà, j'attaque par le premier lot il y a 5 lots. Donc, le premier lot concerne la cartographie du système d'information.
je vais juste te demander de passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Aurélie. Cartographie du système d'information, en fin de compte, c'est tout simplement un constat que les entreprises industrielles, mais pas que, toutes les entreprises sont confrontées à la nécessité de moderniser ou de rationaliser leur système d'information pour rester compétitif. Donc, dans ce cadre-là, l'audit du système d'information est une étape cruciale pour accompagner cette transformation numérique et pour apporter une vision globale. Donc, l'idée, c'est de permettre à une entreprise d'aligner son système d'information sur sa stratégie globale. Alors là, je vous ai listé 3 points, mais c'est évidemment non exhaustif, hein, mais c'est vous donner une idée de ce qu'on peut attendre, ce que vous pouvez attendre comme type d'accompagnement et comme quel type d'enjeux sont couverts par ce lot. C'est donc construire une vision stratégique à long terme pour harmoniser des ressources informatiques. On pense par exemple à des croissances externes, rachats d'entreprises. Vous avez des systèmes d'information qui viennent se compléter, mais parfois se confronter. Donc, l'objectif, c'est d'apporter, de donner de la perspective et de rationaliser le système d'information, en tout cas de l'harmoniser dans le cadre d'une feuille de route numérique pour également guider des investissements futurs. Se préparer à l'industrie du futur, ça paraît évident puisque le programme lui-même s'appelle l'industrie du futur. Ceci étant, il est important de ne pas subir le techno-push. Investir dans des technologies parce que ce sont les technologies dont on entend parler, parce que vos confrères s'y mettent, intègrent de l'IoT ou de l'IA ou que sais-je, très bien. Par contre, si ce n'est pas adapté à votre contexte et si on revient pas, si on le réaligne pas avec la stratégie, c'est peut-être inutile. Donc, évaluer l'opportunité des défis numériques, c'est-à-dire l'intégration de nouvelles technologies. On a cité l'IoT ou l'IA, mais ce n'est qu'une part infime, puisque l'idée, c'est d'avoir vraiment une vision globale. Et enfin, bon, optimiser les processus d'une manière globale, c'est le numérique peut être source de gains, en tout cas, et ces gains visent à réduire des redondances, des inefficacités, des ressaisies, un non-alignement, l'idée c'est de définir des systèmes interopérables. Donc ce point-là est important avant même de se lancer dans des investissements de grande envergure. Là, évidemment, ce sont des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec des cabinets, comme l'a rappelé Aurélie, des cabinets de conseil et des consultants indépendants ou des cabinets de plus grands effectifs qui interviennent dans un cadre qui est défini selon les modalités financières qu'on a évoquées précédemment. J'avance sur le deuxième lot qu'on a appelé gestion de données internes, avec quelques thématiques numériques autour des ERP, MES et PLM. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est ces données complexes qui proviennent de différents systèmes qui traitent de gestion de données d'entreprise, soit en phase de conception produit, soit en phase d'exécution, c'est-à-dire dans l'atelier, ou d'une manière plus globale qui gère toute l'activité de l'approvisionnement jusqu'à la livraison à travers un ERP. Ça peut être assez complexe. On a parlé de croissance externe, de rachat d'entreprise, mais il y a aussi un mouvement cyclique. On le voit notamment dans le cadre des ERP, c'est ce que vous devez peut-être certainement vivre ou vous avez déjà vécu. Concrètement, des stratégies d'éditeurs qui changent, qui évoluent, un logiciel, un ERP qui devient obsolète tout simplement parce qu'il n'est plus maintenu par l'éditeur. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choix stratégiques de développement et de croissance de l'éditeur. De fait, vous êtes à même de vous poser la question de conserver un ERP, par exemple, vieillissant, obsolète, qui n'est plus maintenu. L'idée, c'est de minimiser les risques. Donc, ce lot vous permet d'avancer plus sereinement avec toujours l'aide d'un cabinet, d'un consultant, dans l'aide au choix de solutions. On est principalement sur l'aide au choix de solutions de ERP, soit pour l'acquisition, c'est-à-dire l'intégration et le choix d'un ERP en partant de zéro. On a encore beaucoup d'entreprises de petite taille qui
qui utilisent des bonnes vieilles feuilles Excel parce que c'est adapté à leur contexte. Et puis à un moment donné, quand on est dans une phase de croissance, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, il faut se structurer, notamment en passant par cette phase d'aide au choix. J'ai 3 points pour augmenter l'efficacité opérationnelle, automatiser la gestion des ordres de fabrication, par exemple, pour réduire les temps d'arrêt liés à une mauvaise gestion des stocks ou les erreurs de conception. Donc ça, ce qu'on peut voir derrière, c'est tout ce qui touche notamment au MES ou au PLM, renforcer la traçabilité des produits, évidemment, et optimiser la gestion des ressources et l'équation entre la charge et la capacité. Ces sujets-là peuvent être traités dans le cadre de ce lot, sachant que on a aussi la possibilité de mettre en œuvre, Aurélie l'a évoqué, sur certains lots, sur celui-ci, on a la possibilité de mettre en œuvre des POC, c'est-à-dire un POC d'un MES. Pour ceux qui se sont déjà renseignés, qui sont en phase de sélection, qui sont en phase de questionnement sur ces logiciels, c'est très structurant et avec un coût et un investissement qui peut être conséquent. On a la possibilité, sur un périmètre restreint, de financer une partie du développement et d'un démonstrateur pour plusieurs types plusieurs thématiques numériques, notamment tout ce qui touche au MES, au PLM, la gestion de données techniques, la business intelligence, les solutions de chiffrage technique et les configurateurs produits. Voilà, gardez à l'esprit, quand vous avez un sujet de ce type-là, n'hésitez pas on pourra le flécher sur ce lot. Évidemment, on a référencé et labellisé des prestataires qui sont compétents. 98% sont en région, on en a 200 prestataires à peu près. Et sur ce lot, on doit avoir une quarantaine de cabinets qui sont labellisés et qui sont en capacité justement d'accompagner les entreprises industrielles sur ces phases amont d'aide au choix de solutions, mais également de mise en œuvre de démonstrateurs. Le troisième lot, qui est très large, d'aucuns diront peut-être très vague, digitalisation de la production, mais alors je vais dire que c'est volontaire. L'idée, c'est donc tout ce qui ne touche pas, qui ne concerne pas les lots, les 4 autres lots, va se retrouver dans ce lot. On va parler de quoi? On va parler tout ce qui va permettre à une entreprise de s'adapter à des changements, à des changements du marché dans un contexte par exemple de forte variabilité, avec des changements assez brutaux, rapides, dans des délais courts. Donc, quelles applications numériques peuvent aider et renforcer cette capacité d'adaptation? Alors, on parle de renforcer la flexibilité de la production, par exemple, et c'est un lot qui est c'est un sujet qui peut être en lien avec la simulation de procédés, simulation de flux qu'Aurélie a évoqué. Par exemple, la mise en œuvre, donc la traduction numérique d'une simulation de flux, c'est à travers un jumeau numérique qui peut être statique ou dynamique, jouer des scénarios à partir d'un plan de production et identifier très en amont de la mise en œuvre de ce scénario dans l'atelier ou la mise en œuvre d'une nouvelle ligne de production, identifier quels seraient le ou les scénarios les plus à même de répondre à cette forte variabilité du marché ou de la demande client. Autre point, tout ce qui touche à l'assistance aux opérateurs. Assistance aux opérateurs avec des applicatifs. On pense à la réalité, enfin, vous pouvez penser à la réalité augmentée qui permet à un opérateur d'avoir toutes les données, alors quel que soit le support, que ce soit des lunettes, une tablette ou tout simplement un écran projeté sur un module, un poste d'assemblage, toutes les données en lien avec ce que l'opérateur doit effectuer. Une opération de maintenance devant une machine avec un casque de réalité augmentée ou une tablette en réalité augmentée va me permettre d'accéder à la documentation en live, voire même converser avec un expert en ligne pour m'aider dans mes tâches quotidiennes. L'idée, c'est que ça peut également aider à accompagner la formation à un nouveau moyen de production et projeter les opérateurs dans leur environnement de travail. On a parlé aussi de gestion de flux de production, par exemple la géolocalisation de pièces dans un atelier.
permet de réduire, ça paraît évident, mais les temps de recherche. Nous, souvent, on se retrouve confronté à des responsables d'atelier qui nous disent là, on a un lot, on ne sait pas où il est. Donc, on passe du temps dans l'atelier. Alors, quand l'atelier est petit, qui peut être aussi petit que la pièce dans laquelle je me trouve, on en fait vite le tour. Par contre, quand on a 2000 m² d'atelier avec des racks et qu'il faut aller chercher des pièces et qu'on n'a pas la possibilité de le faire de manière simple, sans se déplacer et sans ouvrir les cartons, ça peut être très chronophage et ça peut même vous mettre en risque, en danger. Donc là, la géolocalisation de pièces, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais ce sont des choses qui aujourd'hui, ce n'est pas le futur, ça existe. Ce sont des technologies qui sont matures, qui nécessitent d'être intégrées à un contexte, donc d'où l'intérêt justement de faire appel à un expert qui va prendre le contexte, les technologies et matcher et voire même vous permettre de les tester, de les expérimenter dans le cadre d'un démonstrateur. Même principe, digitalisation de la prod, c'est un lot qui permet de mettre en œuvre des démonstrateurs sur des technologies donc non maîtrisées et qui viennent couvrir des enjeux, répondre à des enjeux de digitalisation. Le quatrième lot, c'est un lot spécifique qu'on a appelé système intelligent. Donc on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle qui est à la fois cette technologie ou ce concept est générateur de fantasmes et autant de fantasmes que de peurs, ou des espoirs de gains de productivité ou de gains multiples. L'idée là, c'est de faire le point sur ce qui est réellement pertinent. Et donc cet accompagnement qui est proposé dans le cadre de ce lot vous permet de poser les bases de la valorisation de la donnée. C'est pas tellement le sujet, même si c'est lié, mais quelles sont les données de production notamment, puisqu'on s'adresse quand même à des industries manufacturières qui peuvent être exploitables, qui ont peut-être de la valeur, et comment cette valeur va pouvoir être utilisée pour, par exemple, réduire les temps d'arrêt machine, faciliter la prise de décision ou améliorer la qualité des produits. C'est-à-dire la connexion de machines, couplée ou non à un algorithme d'intelligence artificielle, va pouvoir déclencher des alertes pour des maintenances préventives, voire des maintenances prédictives. Prédictives, c'est-à-dire que je m'appuie sur l'historique des données. Donc, je dois avoir déjà, premier point, beaucoup de données pour pouvoir ensuite, par apprentissage, permettre à un algorithme de vous aider dans vos décisions et d'identifier les points qui sont vraiment qui peuvent être déterminants. On pense beaucoup, notamment pour la qualité, dans une démarche de qualité, tout ce qui touche à la vision industrielle par caméra. J'ai une ligne d'assemblage, j'ai des pièces qui défilent, que je peux contrôler à l'œil nu, puis parfois, d'une part en raison de la vitesse, de la cadence, et puis de la complexité, et puis du niveau de granularité dans lequel il faut descendre pour pouvoir détecter un défaut, la vision humaine n'est pas suffisante, elle est inadaptée. Donc, le contrôle caméra va permettre, avec un algorithme d'IA, d'identifier très rapidement des défauts sur une ligne d'assemblage. Voilà, donc là, même principe, hein, on a la possibilité de mettre en œuvre des démonstrateurs. C'est pas que c'est toujours mieux quand il faut le voir pour le croire, mais sur ces technologies-là, avec des enjeux qui peuvent être forts et surtout, comme je vous l'ai dit, autant de peur que de fantasmes, mettre les mains dans le cambouis et mettre en œuvre, dans le cadre d'un démonstrateur, ces concepts d'intelligence artificielle, ça permet déjà de savoir si c'est viable, si c'est réplicable, et surtout s'il est opportun de passer à l'échelle et donc de dédier un budget peut-être plus conséquent pour un déploiement à grande échelle. Et on va clôturer par je ne sais pas si je suis trop rapide ou je pense qu'on est dans les temps. C'est bon, je vois que Aurélie me acquiesce. Donc, le dernier lot, qui est un lot transverse, c'est-à-dire que si vous reprenez dès le départ la cybersécurité, quand on mandate un conseil pour une mission de cartographie du SI, bien évidemment que la cybersécurité rentre dans le champ de cette intervention. Quand on fait une
cartographie du SI, si on n'aborde pas le sujet de la cybersécurité, on passe vraiment à côté. Là, ce qu'on a voulu, c'est, même si on va en retrouver dans tous les différents lots, un peu de sécurité du système d'information, c'est vraiment se focaliser sur cette thématique en jouant sur plusieurs points. D'abord, se préparer. Ça paraît bête, mais on a des entreprises qui font appel qui mobilisent, qui sollicitent cette aide et qui ont déjà été attaquées. Avec des conséquences plus ou moins lourdes, plus ou moins importantes, mais surtout qui ressentent plus que le besoin, mais la nécessité vitale de se structurer sur le plan technique, informatique, et également sur le volet organisationnel. Et puis on a des dirigeants qui n'ont pas encore subi d'attaque, par contre, qui sont dans une autre dynamique qui est celle de je vais me faire attaquer, je sais que je vais y passer parce que mes confrères y sont passés. Par contre, je vais faire en sorte de me relever un peu plus vite que les autres, mais surtout de me remettre en activité rapidement après une attaque. Donc, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans les plans de reprise d'activité, les plans de continuité d'activité. C'est ce lot, donc même principe, on a des experts en cybersécurité pour élaborer un plan de reprise d'activité ou un plan de continuité d'activité. L'objectif étant de se relever plus vite après avoir subi une cyberattaque. Cette réduction des risques, elle passe aussi par ce qu'on appelle des tests d'intrusion. Des tests d'intrusion ou des pen tests, ce sont très concrètement des attaques, alors dans un cadre qui est bien périmétré, des attaques simulées pour mettre au jour les failles de sécurité, les vulnérabilités. Alors l'idée, c'est pas de s'arrêter sur cette photographie, c'est évidemment de préconiser des actions correctives qui peuvent être matérielles, qui peuvent être logicielles et qui peuvent être de l'ordre de la formation, c'est-à-dire humaine, organisationnelle et humaine. Donc, pentest, ça dure pas longtemps hein, généralement, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir au moins de connaître ces failles, c'est le minimum pour pouvoir ensuite prendre des décisions en tout état de cause. Et un petit point sur la conformité réglementaire aussi, on parle beaucoup de RGPD, on parle de directives européennes là, qui vont arriver dans le courant de l'année prochaine, qui vont être qui encadrent justement la sécurité des données pour les entreprises industrielles, qui vont être assez contraignantes. Donc, au plus tôt vous anticipez, au mieux vous êtes préparé. Ça paraît évident, mais plutôt que d'attendre, et peut-être même parfois, ce qu'on remarque, c'est de mettre la poussière sous le tapis en disant c'est pas la priorité. Ça devient une priorité quand la réglementation vous l'impose ou quand vous êtes attaqué et que vous n'êtes pas préparé. Voilà. Alors l'idée, c'est pas de vous faire peur, c'est simplement de l'aborder de manière très détendue. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un souci, c'est juste qu'il faut on se pose pas la question d'assurer ces bâtiments. Là, sur le système d'information, la sécurisation des données, ça doit être un réflexe et ça ne doit pas être quelque chose qui est synonyme de peur et qu'on va rejeter. Donc c'est pour cette raison qu'on a voulu créer un lot spécifique à la cybersécurité. Voilà, j'ai fait le tour des 5 lots. Hein, si on les résume, cartographie du système d'information, grande vision large sur quel est le SI de demain aligné sur ma stratégie d'entreprise, gestion de données internes dans lequel on va retrouver tout ce qui touche à l'assistance à l'aide au choix de solutions, de MES, PLM et de RP. La digitalisation de la prod pour tout ce qui vient soutenir la production de biens ou de produits, et système intelligent, l'IoT, l'intelligence artificielle, la connexion de machines, le suivi en temps réel de données de prod et la sécurité des données qui est transverse à tous les services, que ce soit de l'IT ou de l'atelier. J'en ai fini. Donc, je suis à l'ENE, je suis en charge du pôle d'industrie. C'est une petite équipe, on est 3 personnes, mais au sein de l'ENE
composé 17 personnes. Ça fait depuis 2003, ça fait 20 ans qu'on accompagne les entreprises de la région dans leur transformation numérique. Et on travaille évidemment de concert, et j'ai dire main dans la main avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, quoi qu'il en soit, que vous passiez par l'agence, que vous passiez par nous, et même si vous avez un doute, parce que ça nous arrive, j'ai un sujet, mais je ne sais pas à quel lot ça se rattache. Bon, bah, c'est pas un problème. On se connaît, hein, les chargés de mission de l'affaire, les chargés de mission et les chargés d'affaires de l'agence connaissent mes collaborateurs et notre équipe. On se connaît bien, donc de toute façon, l'information circule et l'idée, c'est qu'on puisse rapidement vous orienter vers le bon lot pour pouvoir ensuite étudier ensemble votre demande et qu'elle soit surtout alors recevable et financée, parce que c'est ça le but du jeu. Exactement, exactement. Merci Alban. Donc effectivement, c'est la dernière slide. Comme on a dit en introduction, l'objectif, c'est pas que vous deveniez expert dans tous les sujets, mais c'est que vous puissiez, avec ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, identifier potentiellement les projets ou les futurs projets que vous pourriez avoir dans votre entreprise. Et donc, quand vous avez identifié un projet, il y a plusieurs options. Soit vous connaissez directement, soit quelqu'un à l'ENE, soit un chargé d'affaires à l'agence, et vous le contactez directement. Soit vous ne connaissez pas ou vous ne savez plus qui c'est, et il y a un email générique qui est indiqué ici, industrie-du-futur@auvergne-rhône-alpes-entreprise.fr. C'est un mail générique et derrière, il y a quelqu'un qui vous redirigera vers la bonne personne, donc soit vers le chargé d'affaires, soit vers le responsable du lot, soit vers quelqu'un de l'ENE en fonction de votre demande. Cette personne prendra contact avec vous, va approfondir avec vous le sujet pour bien comprendre quel est votre besoin, voilà, vous aider à affiner, savoir à peu près dans quelle dimension de temps, enfin voilà, et pour pouvoir ensuite vous diriger vers le bon lot et vous accompagner dans le montage du dossier. Donc, comme j'ai dit, voilà, c'est un dossier qui est assez simple à monter, avec des équipes à la région qui sont réactives, donc qui nous donnent des réponses d'acceptation de dossiers de façon assez rapide. Et j'en profite pour répondre à une question qui était dans le chat, qui était: doit-on attendre une validation de la demande avant de faire travailler le consultant? Ça, oui, effectivement, c'est très important, c'est-à-dire que vous devez faire donc des devis pour choisir des consultants. Et ensuite, vous envoyez le dossier avec au moins un devis, mais surtout, vous ne devez pas ni signer le devis, ni commencer l'accompagnement avant d'avoir eu l'accord du financement. Ça, c'est très important. Comme je vous ai dit, l'accord de financement, il intervient normalement assez rapidement, et donc ça vous retarde pas trop dans votre projet. C'est vraiment important de ne pas commencer et de ne pas signer les devis avant d'avoir eu le go de votre chargé d'affaires ou de la personne de l'ENE qui vous accompagne là-dessus. On a fini sur la présentation purement descendante. N'hésitez pas, si vous avez donc des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Nous, on pourra les lire et puis y répondre. On est assez bon sur le timing, on pourra sans doute même terminer en avance, mais du coup, voilà, n'hésitez pas, vous avez le temps là pour poser des questions, soit des questions précises sur les lots, soit des questions plus générales sur le programme. Comment les consultants et les entreprises sont-ils mis en relation? Donc là, c'est la personne qui vous accompagne. Donc soit le chargé d'affaires de l'agence, soit le chargé d'affaires de l'ENE, qui, quand il va discuter avec vous pour approfondir le sujet, va pouvoir identifier parmi les consultants référencés celui qui a les bonnes compétences. C'est-à-dire, on a chacun, que ce soit à l'ENE ou à l'agence, une ou plusieurs centaines de consultants en tout qui sont référencés, chacun sur différents lots, et chaque consultant a ses spécificités. Il s'adresse plus ou moins il y a des consultants spécialisés sur les grosses entreprises, d'autres plutôt sur les PME ou les TPE, d'autres qui sont spécialisés sur les flux, d'autres qui sont spécialisés sur le ligne, par exemple. Et donc, c'est le chargé d'affaires qui va vous proposer en général 2 ou 3 consultants qui lui semblent adaptés à votre besoin. Et vous pourrez ensuite faire les devis. Et ensuite, c'est vous qui choisissez parmi ces consultants le devis qui vous convient le mieux. Et on s'appuie, comme je disais au début, sur que soit à l'agence, soit à l'ENE, il y a des chargés d'affaires qui sont plus spécifiques, responsables d'un certain nombre de lots et qui, du coup, animent, on peut dire, leur pool de consultants et donc les connaissent très bien. Donc, c'est comme ça qu'ils peuvent conseiller le bon consultant. Quels sont les délais d'étude de la demande et le délai de réponse sur la prise en charge?
Je pense qu'on est sur de l'ordre du jour, enfin de quelques jours, voire d'une semaine. Le principe, c'est que quand, et Alban, tu me corriges si c'est différent chez vous, mais je ne pense pas. En gros, quand vous avez discuté avec un chargé d'affaires et vous êtes tombé d'accord que c'est bon pour faire une demande, vous remplissez la première fiche que je vous ai montrée au tout début, donc qui est très rapide. Ensuite, nous, on l'envoie à la région pour avoir un accord de principe, où la région nous dit oui, ça rentre dans le cadre du programme. Ensuite, vous remplissez les documents et on les dépose sur la plateforme. Et là, dans les 24 heures, il y a un accusé de réception que tout est bien déposé sur la plateforme. Donc, tout ça, dépendamment du temps que vous mettez à remplir les documents, ça prend entre une semaine et 10 jours maximum. Donc, théoriquement, vous pouvez commencer au bout de cette semaine, 10 jours, quand vous avez l'accusé de réception, que vous avez tout déposé sur la plateforme. Après, il y a un process administratif au niveau de la région, c'est-à-dire que les dossiers doivent passer dans un comité officiel et être signés officiellement. Ça peut prendre un peu de temps parce que ces comités, il y en a, je crois, un tous les 2 mois ou tous les mois. Donc, ça peut être un peu plus long pour avoir la signature formelle. Mais une fois qu'on a eu le go de la région, le go au début de la région, normalement, la prise de risque de ne pas attendre la commission officielle est assez faible. Donc, chacun peut ensuite décider de commencer une fois que, sans attendre la commission officielle. Peut-être pour donner notre retour d'expérience côté ENE, depuis 2019, hein, on pilote le lot organisationnel. Le programme existe depuis 2019, hein, d'ailleurs, on pilote le lot numérique. Donc, on a à peu près 120 entreprises, un peu plus par an, accompagnées sur ce lot numérique, strictement numérique. On n'a jamais eu de refus. Donc, ce qui veut dire que tous les dossiers qui ont été déposés ont été financés et les projets se sont déroulés au sein des entreprises. Sur ce point, par exemple, très concrètement, là, on a une commission permanente qu'a évoquée Aurélie, qui se tient le 11 octobre. Il y a un délai pour que les dossiers puissent être inscrits au vote de la commission permanente. Donc le délai, il est environ un mois avant la commission permanente. Ceci étant, ce qui est important, c'est la date de dépôt, comme l'avait précisé Aurélie. Imaginons, on prend un cas, hein, aujourd'hui on est le 4 octobre, on dépose un dossier aujourd'hui sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on a passé toutes les phases amont, on a identifié le besoin, on a identifié le prestat, on a mis en concurrence, parce que le client, l'entreprise nous l'a demandé. On lui a proposé plusieurs profils, on s'accorde sur un devis, un montant de subvention, on monte le dossier, on le dépose. Si on le dépose le 4 octobre, le délai est passé pour qu'elle passe à la commission permanente du 11 octobre. Le délai est trop court. Par contre, on sait d'ores et déjà qu'elle est dans les temps pour passer à la commission permanente de décembre, qui est fixée le 20 décembre. Deux options, et on a vraiment les deux cas de figure. Soit le dirigeant décide d'engager les travaux avant le vote en commission permanente, tout simplement parce qu'il est confiant, et puis parce que, en parlant de notre retour d'expérience, tous les dossiers qui ont été déposés ont été financés. Voilà, donc c'est un taux de réussite qui est de 100% de financement. Soit le dirigeant attend l'acte officiel de passage en commission permanente. Il n'y a pas de règle, hein, c'est vraiment en fonction de votre sensibilité vis-à-vis de l'administration, mais on peut vous assurer que si c'est déposé, c'est voté et c'est attribué. Et dernier point, pour ne pas rester trop longtemps sur ce sujet, ce qui est important, c'est la date d'éligibilité. On l'a peut-être pas forcément trop évoqué. La date d'éligibilité des dépenses, c'est la date de dépôt sur la plateforme. Et c'est pas la date de passage en commission permanente. On dépose un dossier le 4 octobre qui va passer au vote officiel le 20 décembre. Les dépenses éligibles, elles seront éligibles à partir du 4 octobre et pas à partir du 20 décembre. Ce qui veut dire que si vous engagez les travaux sans attendre le vote officiel des élus, vous les engagez le 11 octobre. Vous avez une première facture intermédiaire ou totale parce que le projet prend 3 semaines à se dérouler, donc avant le passage en commission permanente. Les factures réglées, acquittées avant même le passage en commission permanente sont éligibles. Voilà. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'attendre 6 mois, 1 an avant de pouvoir transmettre votre demande de paiement. À partir du moment où le projet est passé,
s'est déroulé et effectivement vous avez eu l'acte attributif officiel en commission permanente, vous pouvez solder votre et réclamer donc le paiement de la subvention. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité, c'est très simple. Et, et les chargés d'affaires vous accompagnent, voilà, vraiment pas à pas, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce que j'ai pas précisé, ou ce qu'on n'a pas précisé, c'est que vous devez payer le consultant et ensuite c'est la région vous rembourse les 50%. Voilà, donc vous devez quand même engager les frais sur la totalité au début et la région voilà, vous rembourse sur présentation de la facture acquittée à la fin. Ça, c'est quand même Important, juste, je vois une question qui concerne les investissements. C'est le cas pour le lot numérique, donc je réponds tout de suite, comme ça au moins ça balaye le sujet. Je vous ai parlé d'un sujet qui, par exemple, de vision industrielle avec un algorithme d'intelligence artificielle pour faire du contrôle qualité sur une ligne d'assemblage. Si dans le chiffrage de devis du prestataire qui intervient sur la phase de conception, d'aide au choix, et s'il chiffre du matériel, c'est-à-dire l'acquisition d'une caméra, concrètement, la caméra ne peut pas être subventionnée. C'est un achat, c'est du hardware, hein, c'est un achat en dur ou productif, mais qui ne peut pas être subventionné. Voilà, il ne peut pas faire l'objet d'une subvention, donc ça c'est automatiquement à la charge de l'entreprise. Voilà, donc tout ce qui est investissement hors conseil ne peut pas rentrer dans la dépense éligible. Il y avait aussi une question sur le coût moyen d'une mission d'un consultant. Donc bon, là c'est assez variable en fonction du sujet, hein. En général, on va dire à la très grosse louche, les consultants ils sont entre 1000, 1200 euros par jour à peu près, et les missions peuvent durer entre 8-10 jours et 30 jours. En fait, ça dépend beaucoup du sujet. J'avais dit au début que le programme finance jusqu'à 32 000 euros, enfin, à 50% de 32 000 euros, qui est quand même la fourchette très haute des missions qu'on est. Donc voilà, le coût d'une mission d'un consultant, elle peut varier de 10-15 000 à 32 000 euros à peu près. Et donc, il vous reste à charge la moitié de ce montant-là. Autre point sur la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. Il a été voté par les élus et reconduit sur 2024, 25, 26, avec une extension possible en 2027 et 28. Ça, c'est quelque chose qui est officiel, qui a été voté en décembre 2023 pour reconduire ce dispositif. Il y a eu une période 2019-2023 et en décembre 2023, les élus ont voté pour prolonger ce dispositif. Donc, il est budgété sur 2024, 25, 26 avec potentiellement une prolongation en 2028. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, il y a du budget, 2, vous avez du temps. Enfin, voilà. Donc, mais ceci étant, si vous avez des projets immédiats qui peuvent être déclenchés, n'hésitez pas. Quand les subs sont là, il faut les prendre. Mais le budget, voilà, le budget est fléché sur les 3 prochaines années, donc pas de risque, il n'y aura pas d'arrêt du programme Industrie du futur. On peut, voilà, même si on n'est pas de la région, on ne parle pas au nom de la région, mais c'est la réalité. On peut être confiant sur le soutien de la collectivité sur ce sujet-là. Ouais. Il y a une autre question sur comment les consultants et les entreprises sont-ils mis en relation. Donc là, c'est par l'intermédiaire du chargé d'affaires qui vous accompagne, donc toujours pareil, hein, de l'ENE ou de l'agence. C'est lui qui vous met en relation. Donc après, ça se fait en bonne intelligence avec l'entreprise, c'est-à-dire soit c'est le chargé d'affaires qui contacte les consultants, soit le chargé d'affaires vous donne les coordonnées des consultants et vous les contactez directement et vous organisez des réunions avec eux. Le chargé d'affaires peut être là pendant les réunions, ça peut être bien parce que souvent il vous connaît bien. Il connaît votre projet, donc il peut vous aider à l'expliquer aux consultants. Mais après, des fois, pour des questions de planning, vous le faites tout seul. Là, c'est vraiment en bonne intelligence entre vous et le chargé d'affaires qui vous accompagne. Vous trouvez la façon la plus efficace pour vous de fonctionner. Dans la même idée, hein, ça va mieux en le disant, mais la décision, le choix du consultant, du cabinet qui va intervenir et qui fera l'objet d'une demande de subvention, ce choix, il est fait par le dirigeant. Ce n'est pas nous qui choisissons le cabinet qui va intervenir. On vous met à disposition, comme l'a dit Aurélie, 1, 2, 3, enfin, on aime bien en avoir plusieurs parce que ça permet aussi d'avoir quand même déjà des devis comparatifs parce qu'il y a quand même des éléments qui peuvent varier selon l'approche, selon la méthodologie qui est proposée par un prestataire. Mais bien évidemment qu'on est là en support, on vient apporter notre regard, alors externe et puis
connaissance quand même du lot, de la thématique, et puis de voir passer quand même pas mal de devis entre nos mains. Donc, on a un peu l'habitude quand même de décrypter, comme on l'a précisé. Mais surtout, la décision, c'est vous qui le prenez. C'est le dirigeant qui décide avec qui il veut travailler. C'est pas nous qui décidons qui vous allez faire. Et comme dans ce genre de mission de conseil, le lien de confiance entre le dirigeant et le consultant est très important. Si jamais on vous en a proposé 2, 3 et qu'il n'y en a aucun qui vous convient, il n'y a pas de souci, on peut vous en proposer d'autres. Donc voilà, il faut vraiment que, quand vous décidez d'aller avec un consultant, que vous ayez confiance, que vous soyez dans une bonne relation avec lui. Ça, c'est 50% du succès de la mission. Si vous avez confiance dans le consultant et que du coup, vous serez bien à l'aise à être transparent avec lui, c'est super important. Il y a d'autres questions? Apparemment, il y a d'autres questions, mais je ne les vois pas pour l'instant. Je vais mettre une toute petite. On peut solliciter cette aide une fois par an. Alors, il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite. Il y a une limite, mais on peut solliciter l'aide plusieurs fois. Pour cela, il faut quand même faut les faire de façon successive. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas engager 2 programmes différents en même temps, même si en fait vous avez plusieurs projets. La région considère qu'il vaut mieux se concentrer sur un projet successivement. Donc, vous pouvez faire un premier programme et puis ensuite en engager un deuxième par la suite. Vous ne pouvez pas faire 2 fois de suite les mêmes programmes. Par exemple, sur la partie Lean, vous voulez engager un programme Lean sur un atelier, vous êtes content, ça a bien marché, vous vous dites « Ah bah je vais le faire sur le deuxième atelier », là c'est pas possible parce que c'est le même projet et donc on considère que c'est pas utile de se faire accompagner 2 fois sur le même sujet. Par contre, si vous avez fait une cartographie du SI et puis maintenant vous vous dites « Je veux travailler sur ma cybersécurité », il n'y a pas de souci. La seule condition, voilà, c'est que ce soit fait successivement. Donc, vous soldez le premier, vous demandez le deuxième, il n'y a pas de souci, ça se fait bien. Il n'y a pas de restriction par an. Si vous êtes rapide, que vous avez plein de projets et que vous les faites d'affilée, vous pouvez en faire plusieurs par an. Après, si vous en faites 10 dans l'année, on va peut-être quand même se dire que, bon, voilà, il faut que ça reste, c'est de l'argent public, il faut que ça puisse être accessible à tout le monde. Mais voilà, dans une bonne logique d'entreprise, le but, c'est de vous accompagner sur vos projets. Donc, si vous avez des projets, on sera là pour les accompagner. Y a-t-il un critère définissant une taille maximum ou minimum d'une entreprise pour pouvoir prétendre à une aide? Sur celle-là, sur cette aide-là particulièrement, non. Comme j'ai dit juste en introduction, c'est accessible depuis la TPE, la start-up, jusqu'aux ETI, voilà, avec un petit modulo pour les grands groupes qui sont un peu gérés au cas par cas. Encore une fois, pour des questions de bon usage de l'argent public, on considère en général qu'un grand groupe n'a pas forcément besoin d'avoir une aide de 10 ou 15 000 euros pour une aide au conseil. Ce sont des choses qu'ils peuvent organiser eux-mêmes. Mais encore une fois, ça, c'est géré au cas par cas, donc pas d'aide. Même une petite start-up, si elle a un vrai projet, eh bien, elle peut prétendre, elle peut demander le financement. Un consultant qui amène un industriel sera-t-il mis en concurrence? S'il est référencé dans le programme, non. Comme disait Alban, voilà, nous, quand c'est l'entreprise qui amène le sujet, on propose toujours au moins 2 consultants parce que c'est important voilà, d'avoir de la mise en concurrence. Quand c'est un consultant référencé qui arrive avec une entreprise, on ne va pas forcément lui demander de faire de la mise en concurrence. C'est pas tellement très logique. Donc là, dans ce cas-là, sauf, pour être tout à fait clair, on propose à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on informe l'entreprise sur le fait qu'elle peut faire une mise en concurrence, mais on n'impose pas ça dans le déroulé. Nous, on a un devoir voilà, d'informer l'entreprise qu'elle peut demander d'autres choses, mais ce n'est pas une obligation. Pour l'instant, on a épuisé les questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions un peu précises aussi sur les lots, sur ce que ça comprend, vous pouvez aussi les poser maintenant. Et puis sinon, comme j'ai dit, hein, voilà, l'adresse mail Industrie du Futur est là pour ça, pour répondre à vos questions, même si le projet n'est pas encore hyper clair. Vous posez une question à ce mail générique,
elle sera orientée vers le bon interlocuteur qui pourra vous répondre. N'hésitez pas. Il est 10 heures. Est-ce que, Alban, je vois plus de questions arriver? Peut-être qu'on peut. On peut clore. Je pense qu'on a fait le tour. Et évidemment, on reste à votre écoute, à votre disposition. Il y a une question qui est en train d'être. Apparemment, il y a une question qui arrive. On va attendre 2 secondes. Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'il doit y avoir un seul consultant sur chaque dossier? Il y a un consultant officiel, administratif, c'est-à-dire qu'il y en a un qui rédige le devis et qui fait les factures. Après, en bonne intelligence avec le chargé d'affaires, le consultant peut sous-traiter une partie de l'action à un autre consultant, mais ça doit être transparent, c'est-à-dire que le chargé d'affaires de l'agence doit le savoir, doit savoir qui c'est, et ça doit être quelqu'un qui est référencé dans le dispositif. Mais par contre, il ne peut y avoir qu'une tête au niveau du dossier administratif, donc un seul qui facture. Je ne sais pas si, Alban, il y a des conditions différentes. Non. Alors, on a peu de sous-traitance, nous, c'est ce qu'on remarque. Hein. Et puis, effectivement, vous l'avez compris, on est assez transparent et on travaille en confiance avec tout le monde. Hein. Entre nous, pilotes des lots, avec les prestataires et avec les entreprises aussi. Donc, c'est mieux de le savoir parce que de toute façon, on s'en rend compte. On est quand même dans un milieu, dans un petit écosystème, j'allais dire. Les 200 prestataires qu'on a labellisés sont à 99% en région, c'est-à-dire dans un rayon de 200 ou 300 km maximum autour de Lyon, même si Lyon n'est pas la capitale de la région, mais nous, on est basé à Lyon. Mais ceci étant, voilà, on a quand même, ça se sait quand il y a une sous-traitance, donc il vaut mieux qu'on le sache dès le départ. Et c'est pas un problème à partir du moment où on le sait, parce que ça nous permet aussi d'avoir des arguments, enfin en tout cas des arguments. Faut pas oublier que derrière tout ça, c'est ni l'agence ni l'ENE qui signons les chèques et qui attribuons les subventions. C'est la collectivité. Et on a un chargé de mission qui est très actif et qui au fil des années voit tous les dossiers, donc a une bonne connaissance des sujets. Et donc, il faut qu'on soit tous en confiance quand on amène un dossier, quand on a besoin de l'argumenter pour des raisons voilà, diverses, parce qu'il y a peut-être des critères qui sont peut-être pas forcément qui peuvent être dérogatoires, et quand on fait face à un dossier avec de la sous-traitance, quand on le sait, c'est quand même mieux. Donc, nous on en a très peu, hein. On en a vraiment. Oui, il y en a très peu. On en a peut-être 2 ou 3 par an. C'est généralement les prestats qu'on a référencés sont rarement en limite de compétences, ou alors ils le disent dès le départ lors de la labellisation. Autre point important, c'est pour ça que je devance peut-être une question qui n'a pas été posée, mais en tout cas, nous, on nous la pose souvent. Est-ce que vous pouvez nous fournir la liste de tous les cabinets? Comme ça, je fais mon marché. Pourquoi pas? Mais c'est pas notre conception des choses et c'est pas la conception du programme. Alors, l'idée, c'est pas de mettre la main et de vraiment mettre sous cloche et de tout maîtriser. C'est pas le sujet. C'est que par expérience, ça ne sert à rien en fait. Donc on le fait pas. On préfère plutôt travailler avec vous sur votre besoin et au final vous faire gagner du temps, parce que c'est pas comme ça que vous gagnez du temps. Sinon, on aurait pu tout publier sur un annuaire ou à la rigueur vous faites une recherche sur Google et c'est la même chose. Hein. Critères, quelques mots clés. Voilà, donc ça, voilà, important, mais c'est pour ça que nous, on est vraiment à votre écoute, à votre disposition. On fait ce travail quotidien de référencement, de sourcing de prestataires technologiques ou de prestataires cabinets de conseil. C'est pour le bien de la communauté et des entreprises. Si on fait ce travail-là, c'est qu'il y a bien une raison. Et cette raison, c'est tout simplement parce que on vous apporte des profils qui sont passés au tamis, au crible,
Puis il y a un dernier point aussi qu'on fait souvent quand on soumet des profils. Avant, on passe un petit coup de fil quand même au cabinet quand nous on l'a présélectionné sur le papier pour une chose qu'on n'a peut-être pas forcément en tête, mais tout simplement pour avoir une idée de sa charge. Et il nous arrive d'avoir des consultants des cabinets qui nous disent mais le projet c'est super, par contre moi je suis chargé à mort pendant les 6 prochains mois, donc s'il faut déployer et s'il faut intervenir dans les 3 semaines, c'est pas possible. Et auquel cas, vaut mieux qu'on le sache nous aussi avant. Donc ça fait partie des choses que, typiquement, en vous donnant une liste de contacts, vous ne l'aurez pas. Parce que nous, on a cette relation aussi qui est, même en étant indépendant des intégrateurs, des offreurs de solutions, par contre, on a accès à ce type d'informations, ce qui fait gagner du temps à la fin pour le bon déroulement du projet. Et il y a encore une question. Y a-t-il un moyen d'identifier l'activité des entreprises par un code NAF pour faciliter le choix si éligible ou pas? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais donc on a dit au début que c'était réservé aux industries et services à l'industrie. Alors, les codes NAF d'expérience, c'est pas hyper représentatif. Donc, on essaye de pas se limiter aux codes NAF. Ça nous donne une première indication, mais c'est pas limitant parce que parfois, il y a des gens qui avaient un code NAF purement commerce et puis ensuite, petit à petit, au fur et à mesure du temps, ils se sont mis à fabriquer des choses. Donc, ils sont devenus des industriels alors qu'ils ont gardé un code NAF purement de négoce, par exemple. Donc, non, on se limite pas au code NAF. C'est vraiment en discutant avec l'entreprise pour comprendre exactement ce qu'elle fait qu'on détermine en bonne intelligence si c'est vraiment une entreprise ou un service à l'industrie ou si c'est vraiment en dehors. Ça paraît évident, mais les offreurs de solutions, les éditeurs, les logiciels, en ce qui concerne le numérique, intégrateurs sont pas éligibles. Enfin, ça peut paraître évident, mais je préfère le dire. Et puis en termes d'industrie, on parle beaucoup d'industrie manufacturière avec une activité de production en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'est un point, on est passé rapidement au départ, mais c'est un des critères d'éligibilité. Hein. Par exemple, un bureau commercial et dont la production est en dehors de la région, si on a une personne qui s'occupe, concrètement un VRP qui quadrille le territoire, mais sachant que le projet va se dérouler ailleurs, tout simplement parce que l'outil de production est ailleurs, ça c'est pas éligible. Et également, par exemple, tout ce qui relève des codes NAF en 01, enfin l'agriculture, sylviculture, quand il n'y a pas de transformation, comme dans l'industrie agroalimentaire, où là on a quand même des outils de production, des moyens de production et un process, là, même si on est rattaché à une industrie agroalimentaire, ça c'est éligible, mais par contre, tout ce qui relève de l'agriculture, par exemple, n'est pas éligible. Mais ça, une fois encore, comme l'a dit Aurélie, il faut, voilà, on en discute, c'est le plus simple. Je pense qu'on a épuisé les questions. Ah, il y a une dernière. N'hésitez pas, on a encore du temps, donc Alors, peut-on avoir un consultant administratif qui travaille avec d'autres consultants de son cabinet sur un dossier? Alors, ça on n'a peut-être pas précisé. Effectivement, quand on référence les consultants, on référence les cabinets et en fait on référence des personnes, des consultants dans les cabinets. Il y a des cabinets de conseil qui ont plusieurs activités différentes et des consultants qui ont des spécialités et certaines fois aussi des certifications. Et donc nous, quand on a référencé le cabinet, on a référencé des personnes. Donc on a parfois un contact qui est administratif et c'est pas lui, par exemple un commercial ou quelque chose comme ça, au sein du cabinet. C'est avec lui qu'on a les premières approches. Mais ensuite, ceux qui vont réaliser la mission doivent forcément être celui ou ceux qui sont référencés. Ils peuvent être plusieurs, mais ils sont référencés nominativement dans notre process. Donc, s'il y en a un qui s'en va, par exemple, un nouveau qui arrive, ils doivent faire la démarche de référencer les nouveaux consultants qui arrivent. Je pense que c'était ça la question. Je n'ai pas compris, est-ce que les éditeurs de logiciels sont éligibles? Non. Ne sont pas éligibles pour se faire, eux, accompagner. Pour se faire accompagner, bien évidemment que dans le lot, alors je ne vais pas citer ni d'éditeurs ni d'intégrateurs. Je vais être très vague, mais sur un lot digitalisation de la production, sur un lot, par exemple, gestion de données internes, ERP, MES, il y a quelques acteurs du MES, il y en a qui sont basés en région, il y en a 4 ou 5.
qui sont connus pour ceux qui s'intéressent au sujet ou qui ont déjà déployé des MES dans leurs entreprises, ceux-ci sont référencés. Mais par contre, ils ne peuvent pas faire l'objet d'un accompagnement. Ils ne peuvent pas être accompagnés et bénéficier d'une subvention Industrie du futur pour leurs propres besoins. Une cartographie du système d'information chez un éditeur ou chez un intégrateur, ce n'est pas éligible. Voilà. Que ce soit, voilà, j'espère que c'est clair. Et on a des demandes, donc, et on les rejette tout simplement parce que, du coup, elles sont pas, l'activité n'est pas éligible. Cette fois, je pense qu'on est bon. Normalement, quand je dis ça, il y a une question qui arrive, mais pour l'instant, ça va. Eh ben, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, on va arrêter l'enregistrement. Ça, normalement, je crois que ça vous sera envoyé automatiquement très prochainement. Pareil pour le support. Voilà, retenez l'adresse Industrie du Futur, l'adresse générique ou votre chargé d'affaires. Hein. Si vous êtes déjà en contact avec quelqu'un de l'agence ou de l'ENE, ben, vous pouvez aussi les contacter directement. Et je répète, même si votre projet n'est pas hyper clair, si vous n'êtes pas encore hyper sûr, n'hésitez pas, on en parle, on vous oriente. Si c'est pour maintenant, si c'est pour plus tard, au moins vous avez l'information et c'est ça qui est le plus important. Allemand, un mot de la fin ou c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, hein, je crois que tu as tout dit. Merci à tous et toutes, et puis au plaisir d'échanger autour de vos projets. Parfait. Au revoir. Bonne journée, au revoir.